Novembre bleu ou encore Movember est une campagne annuelle de sensibilisation consacrée à la santé masculine. À l'instar d'Octobre Rose pour les femmes, ce mois est dédié à briser les tabous et encourager les hommes à prendre soin de leur santé, notamment à travers la prévention et le dépistage précoce du cancer de la prostate. Novembre bleu, c'est tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous avons une émission qui est réservée uniquement aux hommes. Rien que les hommes ce soir. Et pour aborder ce sujet, nous avons avec nous sur le plateau Dr Waké, médecin généraliste, mais pas n'importe lequel. Pour mieux comprendre, on le laisse se présenter. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes content d'être sur le plateau rose féminin ce soir pour aborder la question du novembre bleu? Ok, d'accord. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est vrai que le cadre ne cadre pas avec le thème, mais on va le garder comme ça. Je suis docteur Djimbare Waké. Je suis médecin généraliste, médecin de famille. Et depuis quelques années, je m'intéresse à tout ce qui est sensibilisation sur la prévention primaire des maladies non transmissibles et les cancers, notamment le cancer du sein et le cancer de la prostate. D'accord. Alors, je venais de le dire à l'entame de l'émission qu'à l'instar d'Octobre Rose, Novembre Bleu est consacré à la santé masculine. Mais on remarque que Novembre Bleu n'a pas autant de portée qu'Octobre Rose, alors que les deux évoluent dans le même cadre. Pourquoi les hommes ne donnent pas assez d'importance au mois de sensibilisation de la santé masculine? Est-ce que c'est les hommes qui ne donnent pas de l'importance? Je pense que c'est le thème même et puis tout ce qui va avec qui fait qu'on n'en parle pas assez. Vous voyez, pour la sensibilisation ou bien pour le dépistage du cancer du sein, on le sait, il faut palper le sein. C'est joli à entendre et c'est doux. Alors que dans le cadre du dépistage du cancer de la prostate, aussi. Il faut pas palper, mais il faut faire un toucher rectal. C'est moins fun. Le mot, personne ne veut en parler. Et même après un dépistage, je vois même un homme aller devant une chaîne télé et dire oui, je viens d'aller, on m'a fait un toucher rectal, oui, non. Donc, je pense que c'est à cause de ça que les gens préfèrent faire beaucoup de lumière autour de Octobre Rose et peu autour de Novembre Bleu, alors que le cancer masculin, le cancer de la prostate est aussi aussi important que le cancer du sein. D'accord. Je pense qu'au fil des années, on arrivera quand même à mieux sensibiliser les gens par rapport à cette cause. Je l'espère. Alors, docteur, quels sont les 3 axes majeurs des sujets de sensibilisation de Novembre Bleu? D'accord. Les 3 axes majeurs, c'est premièrement le dépistage. Nous avons aussi la sensibilisation et le soutien. Le dépistage dans le sens où le cancer de la prostate, c'est comme tous les autres cancers, dès qu'il est détecté tôt, la prise en charge est efficace jusqu'à 95%. Donc, il est crucial de faire un point là-dessus. La sensibilisation, parce que peu de personnes ont des informations sur le cancer de la prostate. Et donc, il est crucial de commencer par en parler pour que les gens puissent faire le dépistage un peu plus tôt. Et le soutien, c'est pour dédramatiser tout ce qui est autour du cancer de la prostate. Comme je viens de vous le dire, quand on parle de cancer de la prostate, les hommes voient toucher rectal et donc ils n'aiment pas vraiment. Ils aiment se renfermer. Donc il faut dédramatiser tout ce qui est autour du cancer de la prostate pour pouvoir faire adhérer beaucoup d'hommes. Alors, il y a un terme qui revient souvent, le cancer de la prostate.
Donc, dites-nous, qu'est-ce que le cancer de la prostate et est-il différent du cancer des testicules? D'accord. Merci beaucoup. Le cancer de la prostate, c'est une multiplication incontrôlée des cellules au niveau de la prostate. La prostate, c'est une glande masculine. En fait, la prostate, c'est une glande qu'on retrouve chez tous les hommes. Donc, quand les cellules au niveau de la prostate commencent à se multiplier de façon incontrôlée, à grossir, à prendre du volume et autres, c'est en ce moment qu'on parle de cancer au niveau de cancer de la prostate. Et le cancer du testicule, c'est une multiplication, parce que le cancer, c'est une multiplication incontrôlée des cellules, mais beaucoup plus au niveau du testicule. Le testicule que nous connaissons, les deux testicules, qui sont producteurs des spermatozoïdes. Donc, nous voyons que c'est deux organes qui sont totalement différents. C'est comme l'œil et puis le foie. C'est deux organes qui sont totalement différents. Maintenant, étant donné que les deux sont situés à une partie, voilà, au niveau, un peu plus au niveau de l'appareil génital. Donc, les gens ont tendance à confondre les deux, alors que ce n'est pas la même chose. Quand on parle du cancer de la prostate, c'est une maladie qui est très répandue. Beaucoup de personnes vont le faire ou bien peuvent le faire. Contrairement au cancer de la du testicule qui est très rare. Le cancer de la prostate, ça vient aussi avec l'âge, à partir de 65 ans en allant. Et le cancer des testicules, c'est pour les sujets un peu plus jeunes, de l'ordre de 20 à 35 ans. Donc, c'est un peu la nuance qu'il faut faire entre cancer de la prostate et puis cancer des testicules. D'accord. Alors, quels sont les principaux symptômes du cancer de la prostate? D'accord. La prostate, comme on vient de le dire, c'est une glande qui est située au niveau de qui est proche de l'appareil reproducteur masculin. Je ne veux pas utiliser. Allez-y, allez-y. Nous sommes dans le cadre de. D'accord. Allez-y. Donc, c'est une glande qui est située au niveau de l'appareil reproducteur masculin. Et donc, quand la prostate commence par souffrir, il y a des symptômes qui peuvent apparaître. Mais le premier des symptômes du cancer de la prostate, c'est qu'il n'y a pas de symptômes. C'est le premier des symptômes. Il n'y a pas de symptômes. Et donc, quand il n'y a pas de symptômes, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas en train de faire un cancer de la prostate. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour cela qu'il est vraiment crucial de faire le dépistage pour pouvoir voilà, le retrouver. Maintenant, au cas où la maladie commence par prendre de l'ampleur, il y a des symptômes qui peuvent apparaître. Et quand on a ces symptômes-là, très souvent, c'est qu'on est arrivé à une étape assez avancée de la maladie. Et les symptômes, c'est au niveau, ce sont des symptômes premièrement de l'appareil reproducteur. Nous allons avoir des difficultés à uriner. La personne, quand il veut uriner, il a mal. Nous pouvons avoir des jets incomplets. La personne, il a la sensation qu'il n'a pas encore fini d'uriner, mais l'urine ne sort plus. L'urine ne sort plus. Vous voyez, nous pouvons aussi avoir du sang dans l'urine ou bien dans le sperme au moment de l'éjaculation ou bien au moment de faire pipi. La personne peut retrouver du sang dans l'urine ou dans le sperme. Nous avons aussi bien évidemment la douleur au niveau nous avons la douleur quand la personne est en train d'uriner. Et nous avons aussi des dysfonctions érectiles. La personne n'arrive plus à se mettre en érection. C'est vrai qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent donner des dysfonctions érectiles, mais ça fait partie des symptômes du cancer de la prostate. Donc, en dehors de ça, nous avons aussi l'incontinence urinaire. Nous pouvons avoir l'incontinence urinaire. C'est que la personne n'arrive plus à se retenir d'uriner. Dès que la personne a envie d'uriner, le simple fait que l'envie arrive, ça sort immédiatement. C'est vraiment gênant. Surtout pour une grande personne. Pour une grande personne. Nous pouvons aussi avoir des symptômes comme la rétention aiguë d'urine. La personne a une envie d'uriner, mais l'urine ne sort pas. Je ne sais pas si vous voyez. Le canal urinaire est complètement bouché. Donc l'urine ne sort pas. La personne a envie d'uriner, il crie à tue-tête, mais l'urine refuse de sortir.
Donc ça, ce sont des symptômes qui sont reliés à l'appareil reproducteur de l'homme. Et quand la maladie arrive vraiment à une phase très avancée, nous pouvons avoir des symptômes comme de l'asthénie. L'asthénie, c'est la fatigue intense. La personne est là tous les jours, il est fatigué, il ne comprend pas pourquoi il est fatigué, mais il est tout le temps fatigué. Ou la personne commence par maigrir, nous l'appelons l'amaigrissement. Et aussi, nous pouvons avoir des symptômes comme des douleurs osseuses. La personne a mal un peu partout, au niveau de la hanche, au niveau des os du pied, un peu partout. Donc, c'est un peu ces symptômes-là qu'on retrouve pour le cancer de la prostate. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de symptômes dès le début. Et chez certaines personnes même, il n'y aura pas de symptômes, pas du tout. Mais la personne est en train de faire son cancer de la prostate tranquillement. D'accord. Alors, docteur, est-ce que le grossissement de la prostate est directement un résultat du cancer? D'accord. Merci beaucoup. Ça me permet de faire un point sur les trois maladies que nous pouvons avoir au niveau de la prostate. D'accord. La première, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est le grossissement normal ou bien l'évolution normale de la prostate. Vous savez, tout organe, arrivé à un moment, ça grossit et autres. Et donc, quand ça grossit comme ça, de façon normale, ça crée des symptômes que je viens de citer. Et ce n'est pas un cancer, ce n'est pas forcément un cancer, mais c'est juste un grossissement normal de la prostate que nous appelons l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est une maladie qui est vraiment bénigne, comme on le dit, ça n'a vraiment pas de complications et autres. Et nous avons aussi la prostatite. La prostatite qui est une inflammation de la prostate. C'est beaucoup plus lié à une infection bactérienne ou une infection virale. D'accord. Vous voyez? Et en troisième, nous avons le cancer de la prostate qui est une maladie grave avec plusieurs complications en allant. D'accord. Est-ce que l'hypertrophie peut évoluer vers le cancer? Ce n'est pas tout le temps que l'hypertrophie évolue vers le cancer de la prostate, mais il peut y avoir des facteurs qui feront que voilà, la personne, il va faire son hypertrophie et il va faire son cancer après, mais qui n'est pas forcément lié à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Comme je le dis, l'hypertrophie bénigne de la prostate est un développement normal de la prostate. Tous les hommes feront l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est ça, si vous voyez. Mais tous les hommes ne feront pas le cancer de la prostate. Et ce n'est pas parce que la personne a fait son hypertrophie bénigne de la prostate, après il a fait le cancer de la prostate, que c'est forcément lié. D'accord. Donc, si je comprends bien, il n'y a à ce jour rien que la médecine puisse faire pour éviter cette hypertrophie de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, comme je le dis, c'est un développement normal. D'accord. C'est l'évolution de la prostate, quoi. Il est petit, il grossit, et puis il grossit, il commence par être obstructif au niveau, il obstrue le canal, et puis voilà, c'est bon. Et quand ça dérange, on le coupe, ou bien on l'enlève. Et puis c'est tout. Et ça n'a aucun impact sur la santé de l'appareil sexuel de l'homme? Oui, ça a des impacts, bien évidemment, comme je viens de le dire. Non, je parle de l'ablation. Quand on en arrive à l'ablation de cette hypertrophie. Ok, il faut savoir que la prostate, c'est une glande qui sécrète des hormones masculins. Donc, quand on enlève la prostate, il y a des complications, bien évidemment. La première des complications est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes n'aiment pas qu'on touche à leur prostate. Vous savez, c'est un organe qui est sacré pour l'homme. J'ai déjà vu un homme qui préfère garder sa prostate, mourir, place que de rester en vie sans la prostate. Parce que ça donne des dysfonctions érectiles et voilà, l'impuissance. Mais à 65 ans, je pense que
on a déjà assez servi la nation. Si nous avons des dysfonctions érectiles, ça ne devrait plus. Vous savez, la dernière fois, j'ai reçu un patient, lui, il avait le cancer de la prostate qui est bien documenté, qu'on avait reçu il y a 1 an, et on l'a dit qu'on va enlever la prostate pour le sauver parce qu'il n'était pas à une étape avancée de la maladie. Le patient a disparu. Je l'ai revu tout récemment, il était amaigri et autres, et on a commencé par lui poser des questions. On lui a dit, mais monsieur, on avait dit on devait, il dit oui, mais je ne veux pas qu'on m'enlève la prostate. En fait, avec un ton autoritaire qui ne veut pas qu'on lui enlève la prostate parce qu'il préfère garder la prostate et travailler. Mais il avait quel âge? Je pense qu'il avait 73 ans, mais il préfère garder sa prostate et maintenant il est en train de développer des complications. C'est l'ego des hommes, malheureusement on n'y peut rien. Alors, dites-nous docteur, y a-t-il, alors d'abord, quel est l'intérêt du dépistage précoce du cancer de la prostate chez les hommes? D'accord. C'est vrai que le cancer de la prostate, c'est une maladie qui est grave, mais ce qui est bon, c'est que quand on le détecte tôt, on peut le soigner et efficacement aussi. Donc, il est important de détecter, de faire le dépistage un peu plus tôt. Et quand le dépistage est fait tôt, il y a le traitement parfois qui n'est pas du tout invasif, qui n'est pas du tout compliqué, qui ne donne pas de complications. Et la personne vit sereinement il vit sa vie, quoi. Alors que si on le détecte un peu plus tard, peut-être avec des métastases où il n'y a plus rien à faire, c'est un peu compliqué. D'où l'importance de détecter la maladie assez tôt, de faire le dépistage régulièrement pour pouvoir le détecter assez tôt. D'accord. À partir de quel âge les hommes doivent commencer par faire le dépistage du cancer de la prostate? Ok, il faut savoir que ce n'est pas figé. L'âge n'est pas figé, ça dépend de plusieurs facteurs. Si vous avez des facteurs prédisposants, vous devez faire le dépistage un peu plus tôt, vers 40 ans en allant. Vers 40 ans, vous devez commencer par faire le dépistage. Mais dans d'autres pays, ou bien si vous n'avez pas les facteurs de risque, vous pouvez faire le dépistage à partir de 45 ans, à partir de 50 ans. D'accord. Et quels sont donc les facteurs de risque du cancer de la prostate chez un homme? D'accord. Les facteurs de risque du cancer de la prostate sont divisés en 2 catégories. Nous avons les facteurs modifiables, les facteurs potentiellement modifiables et les facteurs non modifiables. D'accord. Vous allez nous expliquer tout ça? Je vais vous expliquer. Les facteurs non modifiables, ce sont des facteurs sur lesquels on ne peut rien faire, sur lesquels on ne peut pas du tout agir. Le premier des facteurs, c'est l'âge. Plus l'âge avance, plus la personne peut faire le cancer de la prostate. C'est-à-dire son risque est doublé. À partir de 65 ans, le risque est double de faire le cancer de la prostate. Vous voyez que sur l'âge, la personne ne peut rien, il ne peut pas décider, bon, ok, moi à partir de maintenant... Une parenthèse, oui. À partir de maintenant, moi je ne grandis plus, je m'arrête à 40 ans. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et le deuxième facteur, c'est le facteur génétique. Le facteur génétique, c'est qu'il y a certaines personnes dans leur famille, ils font des cancers. Je ne sais pas si vous voyez. Et aussi ces personnes-là dont le papa ou l'oncle ou le frère a déjà souffert de la maladie. Oui, lui aussi, son risque est multiplié de faire le cancer de la prostate. Et le troisième des facteurs non modifiables, c'est la race afro-américaine et antillaise. Ça voudrait juste dire que nous, les personnes noires, nous sommes plus à risque de faire le cancer de la prostate que les personnes de type caucasien et voilà. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Donc, ce sont des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. La race, l'âge et puis les facteurs génétiques. Les prédispositions familiales, voilà. Et par contre, nous avons des facteurs qui sont potentiellement modifiables. J'ai ajouté potentiellement parce que, voilà, il y a certains facteurs sur lesquels on peut tout faire, mais on ne peut pas agir. Mais quand même, on peut faire quelque chose. Et le premier des facteurs, c'est notre alimentation. Une alimentation saine, voilà, ou bien une alimentation très riche en sel, très riche en gras, très riche en sucre et autres, prédispose à faire le cancer de la prostate.
D'où l'intérêt d'avoir une alimentation saine. Une alimentation saine, c'est une alimentation qui est moins riche en gras, qui est moins riche en sel, qui est moins riche en sucre. Et surtout manger 5 fruits et légumes par jour. Par jour. Et aujourd'hui aussi avec l'avènement des bouillons de cubes où tout le monde essaie de mettre 3-4 cubes dans la sauce pour que tout ça, c'est pour vous faire plaisir, vous les pour hommes. nous faire plaisir Oui. et puis pour nous tuer aussi un petit feu. Donc c'est comme ça on fait plaisir à un homme. Bon, on va diminuer les doses. D'accord, Quitte à ok. éliminer. Oui, c'est ça. Et puis, comme vous venez de le dire, manger des fruits et de légumes, privilégier les fruits et les légumes au fast-food et autres. D'accord. Et l'un des facteurs aussi, c'est l'obésité, parce qu'on a vu que des personnes qui sont obèses sont beaucoup plus à risque de faire le cancer de la prostate. Et ensuite, nous avons l'activité sportive, l'activité physique. Quand une personne est sédentaire, qui fait moins d'activité physique, la personne est beaucoup à risque de faire le cancer de la prostate. Et aussi le tabagisme. C'est vrai que le lien n'y est pas fait directement, mais on a vu que des personnes qui sont fumeurs font beaucoup plus le cancer de la prostate et autres. Donc ça, ce sont des facteurs sur lesquels on peut potentiellement agir. Donc c'est pour cela que nous invitons les gens à agir beaucoup plus sur ces facteurs-là pour minimiser le risque que les facteurs non modifiables. D'accord. Alors docteur, comment est réalisé le dépistage du cancer de la prostate? Vous avez dit tantôt que le dépistage précoce peut sauver beaucoup de personnes. Beaucoup de gens. Comment se fait ce dépistage? Ok, c'est la partie qui blesse vraiment, mais il faut savoir que le dépistage, c'est une discussion avec son médecin. D'accord. Vous voyez, vous êtes jeune, à partir de la quarantaine, 45 ans en allant, vous pouvez venir voir votre médecin et vous allez discuter du dépistage. Et si vous avez des facteurs de risque, comme je viens de le dire, de le faire un peu plus tôt. Et comment ce dépistage est fait? Et il y a un prélèvement sanguin qu'on fait très souvent, après discussion bien évidemment. On essaie de discuter et autres. Donc, il y a un prélèvement sanguin qui est fait pour doser la PSA qui est l'antigène spécifique de la prostate. On essaie de doser pour voir quel est le taux. Et le taux doit être normalement inférieur à 4. Et donc, quand on fait le dosage, on voit que le taux est élevé. On essaie de faire des examens un peu plus poussés. Donc, dans la consultation, on va vous faire aussi le toucher rectal. Le toucher rectal qui permet, on introduit un doigt au niveau de l'anus pour aller palper la prostate. Donc, c'est pour cela, en fait, c'est l'endroit qui est le plus proche de la prostate. C'est pour cela qu'on fait un toucher rectal pour aller palper la prostate. La prostate, normalement, il n'est pas vraiment palpable. Parfois, il n'est pas palpable. Parfois, on peut le palper, mais il n'est pas dur, il est mou, voilà. Mais quand on commence par palper la prostate, on voit qu'il est dur, il est caillouteux et autres, on sait qu'il y a un problème. Ou bien il est gros, on arrive, dès qu'on envoie le doigt, on arrive à le palper, c'est qu'il a pris du volume. Donc, en gros, ce sont ce sont les deux examens qu'on fait pour pouvoir faire le dépistage du cancer de la prostate. Donc, une discussion, l'antigène spécifique et puis le toucher rectal. Alors, dans quelle position se fait le toucher rectal? Est-ce que l'homme est allongé sur le dos? Nous voulons bien comprendre pourquoi vous êtes aussi résistant à pratiquer ce toucher rectal. Peut-être qu'on pourra vous aider. Dans quelle position D'accord. La position, c'est le genou pectoral. D'accord. La personne est sur les genoux, la tête en avant, les mains en avant et il donne son derrière, son postérieur au médecin et il va introduire son doigt. Ça, c'est la position qu'on utilise et c'est cette position-là que les hommes n'aiment pas. Mais aujourd'hui... En tant qu'homme, expliquez-nous pourquoi est-ce que vous n'aimez pas cette position? Je veux bien comprendre. C'est compliqué à expliquer. Déjà même se mettre nu devant un autre homme ou bien devant une autre personne, que ce soit de sexe féminin, c'est très très compliqué.
À l'hôpital? À l'hôpital, même à l'hôpital. Non, c'est pour dire dans d'autres cadres. Dans d'autres vous cas, le ouais, ok, ça, donc c'est l'hôpital qui est le problème. Donc les touchés se feront à la maison alors. Et donc les hommes n'aiment pas du tout qu'on touche à tout ce qui va avec leur virilité. Mais un toucher rectal ne diminue en rien la virilité d'un homme. Niao. Expliquez-nous pour que nous puissions comprendre. Parce que nous, les femmes, par exemple, Oui. pour une simple consultation gynécologique, voilà, on se met à nu, on s'offre totalement au médecin, ne parlons même pas de la grossesse et de l'accouchement. Mais ça n'enlève en rien notre féminité. Alors, comment un simple toucher rectal, un doigt, vous avez dit, c'est pas comme l'accouchement, on va jusqu'à 5 doigts. Comment, avec un toucher rectal, un seul doigt... Tu connais l'ego masculin. Ah. Donc, vous voulez dire que les femmes n'ont pas d'ego? Non, c'est pas ça, c'est juste que notre ego surdimensionné. C'est un des vôtres qui reconnaît que vous avez un ego surdimensionné. D'accord. On n'accepte pas. Je vous raconte l'histoire d'un monsieur, c'est un vieux de la soixantaine que j'ai reçu à l'hôpital et qui m'a appelé tout récemment. On discutait et puis il me dit, oh docteur, je me rappelle quand tu as dit que tu allais me toucher, moi comme ça, tu voulais me toucher et il a porté le gant. Je vous assure, le jour-là, quand je lui ai expliqué et son visage s'est figé, la façon dont il m'a regardé, j'ai commencé à avoir peur. Vraiment, son visage a changé totalement. J'ai porté le gant, la façon dont il me regardait, vraiment. Mais après, c'est vrai, on a ri de ça, mais ça a pris, je pense, ça fait 6 mois après, avant qu'il ne m'appelle pour me parler de ça. Et autres. Donc, dès qu'on parle de toucher rectal, c'est vraiment compliqué. Les hommes, ils sont figés, leur physionomie, ça change, leur façon de regarder. Et on touche à leur ego. Certains patients même ne reviennent plus dans cet hôpital. Ils préfèrent aller ailleurs. Vous ne plus quoi aller, le médecin qui les a déjà vus nus. Le médecin l'a vu nu, même pour un simple palu, non, c'est fini. Il ne vient plus dans cet hôpital. C'est un peu un égo, mais je pense qu'aujourd'hui, les hommes, ils commencent pas à y faire prendre face. Conscience de la chose. Ce n'est plus vraiment compliqué comme avant. Et je pense qu'à travers la sensibilisation, vous devez démystifier cela pour que beaucoup de personnes comprennent mieux que ça va dans le sens de leur bien-être. Oui. Donc, et en plus, nous, on est médecins, c'est une pratique qu'on fait tout le temps, donc il ne faut pas vraiment... Je pense aussi, contrairement à la femme, l'accouchement, les gens ont banalisé tellement l'accouchement que ça ne dérange plus les femmes et autres. Peut-être que tout ce qui a trait à la femme, c'est beau, c'est mignon, donc... Ouais, on peut dire ça pour vous faire plaisir. Ah non, c'est la vérité. Donc voilà, aujourd'hui, ça commence pas à changer. Un peu, les gens commencent pas à accepter à ce qu'on leur fasse se toucher. D'accord. Et y a-t-il une périodicité pour réaliser le dépistage? Est-ce que c'est annuel? Comment est-ce que ça se fait? D'accord. Comme je viens de vous le dire, le dépistage, c'est une discussion avec le médecin. D'accord. Et en fonction des facteurs de risque, en fonction voilà, de ce qu'on a trouvé à l'examen, qu'on essaie de trouver un planning avec le médecin. Pour commencer, vous faites votre premier examen. Avec le médecin, on vous fait l'examen de la PSA, comme je viens de vous le dire. On fait un toucher rectal. Et après, on voit avec les résultats à quelle fréquence on peut le faire. Donc, pour les gens qui ont des facteurs de risque, on peut aller jusqu'à 6 mois, tous les 6 mois. Ou chaque année, vous pouvez faire le dépistage et autres. Et pour ceux qui n'ont aucun facteur de risque et dont l'examen, le premier examen n'a pas montré quelque chose de très compliqué, oui, on peut aller jusqu'à 2 à 3 fois. C'est juste une discussion avec le médecin. Et en fonction des résultats aussi qu'on a trouvé. Donc on peut se dire, oui, chaque année, vous revenez, on essaie de voir, voilà. Et on fait l'examen, on fait la PSA tout le temps, on se rend compte que le chiffre est stable, donc on peut se dire, bon, l'année prochaine, ne revenez plus, revenez dans 2 ans. Revenir dans 3 ans en allant. Mais pour quelqu'un dont les chiffres ont commencé par évoluer de façon considérable, on peut lui dire de revenir dans 6 mois ou dans 3 mois. Ça dépend pour pouvoir
D'accord. Et c'est sur ces termes que nous allons à la pause publicitaire. Nous nous retrouvons tout juste après. Le 38e numéro de Dagan Magazine est une édition spéciale 30e anniversaire Miss Togo. Dagan Magazine met à l'honneur ces 30 jeunes dames qui ont porté la couronne de la plus belle fille du Togo depuis 1995 en 2 éditions. La rubrique santé de ce nouveau numéro nous dit tout sur la thyroïde, une petite glande en forme de papillon dont le rôle vital est souvent méconnu mais dont les dérèglements peuvent fortement affecter l'équilibre du corps. La rubrique bien-être de son côté nous montre comment profiter pleinement de sa retraite. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Ouaké qui nous a livré de, de très bons secrets par rapport aux hommes et qui a dénoté l'importance d'avoir un homme pour parler du cancer bleu. Docteur, vous avez parlé des analyses qui se font lors du dépistage. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a des examens complémentaires qui accompagnent le dépistage? D'accord, oui, il y a des examens complémentaires en fonction des résultats qu'on a retrouvés. D'accord. Pour une personne chez qui il n'y a aucune anomalie, il n'y a pas d'examen complémentaire, mais chez quelqu'un chez qui la PSA est élevée, on peut demander à aller faire une échographie prostatique pour voir le volume de la prostate, la consistance de la prostate, voilà, la forme de la prostate et autres. Et il y a d'autres examens aussi qu'on peut faire, notamment le scanner ou l'IRM. Le scanner ou l'IRM permettent d'aller voir mieux la prostate que l'échographie. Et il y a aussi la biopsie qu'on peut faire en fonction surtout des résultats, parce que la biopsie permet, en fait, il n'y a que la biopsie qui permet de dire que cette personne a le cancer de la prostate. Ou si c'est une simple hypertrophie. Oui, voilà. Donc on fait la biopsie, on va aller couper une partie, on va aller couper un peu la prostate, on va aller examiner pour voir s'il s'agit d'un cancer de la prostate, on va confirmer le cancer de la prostate et on va voir s'il y a des métastases. Je ne sais pas si vous voyez. Le scanner et l'IRM aussi permettent également de voir s'il y a des métastases, notamment au niveau pulmonaire, au niveau abdominal et autres. Donc, c'est un peu ces examens-là qu'il faut faire de façon complémentaire aux analyses qu'on a fait en fonction des résultats qu'on a trouvés. Du patient. D'accord. Et quelles sont les pistes de traitement en cas de confirmation du cancer? D'accord. Pour les pistes de traitement, il y a plusieurs sortes de traitements. Le premier traitement, c'est une consultation tout le temps. C'est que la personne vient, on voit qu'il y a un début de cancer, mais on va surveiller. On appelle ça une surveillance active du cancer. Ça, c'est dans des cas rares, mais quand même, on le fait. Et après, nous avons la chirurgie. La chirurgie, c'est quand le cancer est localisé au niveau de la prostate. Donc, quand le cancer est localisé au niveau de la prostate, on se dit, voilà, lui, c'est l'organe malade, on l'enlève, on fait l'ablation de la prostate et pour permettre aux autres organes de vivre normalement. Donc, on va aller enlever la prostate. Et ça, c'est la deuxième des choses qu'on peut faire. On peut faire aussi une radiothérapie et tout ça là, tous les trois que je viens de citer, c'est dans le cadre où le cancer est localisé. On peut aller faire la radiothérapie. La radiothérapie, on envoie des ondes pour aller neutraliser les cellules cancéreuses. La radiothérapie peut être faite en complément de la chirurgie ou seule. Donc, quand le cancer commence à être
un peu, voilà, ça commence par se propager. On peut faire la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est en donnant à la personne des médicaments, on envoie des médicaments dans le sang de la personne pour aller tuer les cellules cancéreuses. Vous voyez? On peut faire aussi la chimiothérapie en complément de la chirurgie. D'accord. Vous voyez? Donc, on peut faire la radiothérapie en complément de la chirurgie. On peut faire la chimiothérapie en complément de la chirurgie. Il y a d'autres traitements aussi qui est l'hormonothérapie. On envoie des hormones pour aller inhiber la production des hormones qui nourrissent le cancer de la prostate. Ou bien on peut faire, il y a l'immunothérapie aussi. Il y a plusieurs thérapies qui sont développées maintenant pour pouvoir lutter efficacement contre le cancer de la prostate. D'accord. Dans le cadre d'Octobre Rose, on conseille aux hommes de téter leurs femmes pour leur éviter la maladie. Alors, dans le cadre de Novembre Bleu, y a-t-il quelque chose que nous, femmes, pouvons faire pour soulager un tant soit peu les hommes? Ok, merci beaucoup. Cette question, ça me permet de donner une réponse que beaucoup d'hommes, je pense à l'écran, sont en train de patienter. Ils attendent patiemment que je dise ça. Oui. Et si je ne le disais pas, je suis sûr qu'ils allaient couper. Ils vont vous attaquer dans la rue. Hein? C'est vrai, tout ce qu'il faut faire, c'est de lutter contre, ou bien de lutter contre les facteurs de risque qu'on vient de citer. Et il y a une étude américaine qui a trouvé un lien entre l'éjaculation et le cancer. Bon, en fait, beaucoup plus l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais voilà, les gens, voilà, ils se sont débrouillés pour dire, voilà, pour vous le trouvez cancer. Une bonne raison à cette étude. Il a été prouvé que les gens qui éjaculent beaucoup, ils sont allés jusqu'à 21 fois par mois. Oui, ont un risque, ils ont un risque diminué de faire l'hypertrophie bénigne de la prostate et donc le cancer aussi de la prostate. Comme je le dis, les gens ont trouvé un moyen de pouvoir substituer les et d'associer ça au cancer de la prostate. Mais c'est beaucoup plus une étude qui a trouvé une petite relation entre l'hypertrophie bénigne entre l'éjaculation et l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et donc, il est conseillé aux hommes de se débrouiller pour pouvoir, voilà, pour avoir des rapports sexuels réguliers, au moins les jours ouvrés. En fait, c'est une technique pour pouvoir inciter les gens à avoir des rapports sexuels les jours ouvrés, c'est-à-dire 5 fois par semaine. Donc, vous voyez qu'il est important aux femmes de pouvoir se donner, de pouvoir se libérer, pour pouvoir si les conditions aider. Sont réunies. Vous parlez de quelles conditions? Vous les connaissez mieux que moi. Donc, un homme qui éjacule fréquemment a moins de risque de faire l'hypertrophie de... Mais oui, on le dit comme ça ne veut pas dire qu'on est en train de pousser les hommes à aller avoir des rapports sexuels comme ça à tout va. Vous savez, un jeune de 25 ans et un vieux de 70 ans, c'est pas la même chose. Un vieux de 70 ans ne va pas aller... Qui a déjà des problèmes d'hypertension. On ne va pas précipiter son départ. Aller avoir 21 éjaculations par mois, vous voyez. Et un jeune, s'il a la fougue, s'il peut aller, et puis si sa partenaire, voilà, est disponible. Peut-être qu'il faut circonscrire ça dans le cadre du mariage ou dans une relation sérieuse pour éviter que... Mais dans tous les cas, un jeune qui peut le faire, et voilà, il va aller le faire. Et quelqu'un qui ne peut pas le faire, il ne faut pas qu'il aille se faire du mal pour rien, aller se fracturer le pénis ou bien aller avoir des infections. De toute façon, l'excès de toute chose nuit à l'organisme. Voilà, c'est un peu ce que les femmes peuvent faire pour nous aider, nous permettre d'éjaculer assez fréquemment. D'accord. Alors, docteur, nous avons... enfin, il y a quelque chose que tout le monde a quand même pu constater. C'est que les hommes, tout ce qui concerne leur appareil génital, ils ont du mal à en parler et peut-être ne dévoilent plutôt le mal que quand c'est un peu tard. Alors, en tant que médecin et en tant qu'homme, quels conseils vous pouvez donner pour aider les hommes à protéger non seulement leur santé mentale, mais à être plus ouverts quant à ce qui concerne
Leur santé sexuelle. Santé sexuelle. Ce que je pourrais dire, c'est que la maladie, ça tue. Et donc, il faut laisser de côté son ego pour se faire assister. Ce n'est pas forcément parce que vous avez le cancer de la prostate que vous allez mourir. Mais si rien n'est fait, vous pouvez en mourir. Et donc, moi, en tant qu'homme et en tant que médecin, en tant qu'homme avant tout, j'invite tous les hommes à faire le nécessaire pour se faire consulter, pour qu'on essaie de voir, de pouvoir les situer. Je viens de le dire, quand la maladie est détectée tôt, le traitement est efficace jusqu'à 95%. Et donc, il est crucial que dès le début de la maladie, la personne puisse le savoir et donc on puisse commencer un traitement. Et de façon globale, la santé masculine, parce que ce n'est pas seulement dans le cancer de la prostate que les hommes n'aiment pas venir à l'hôpital. Tout ce qui touche le pénis, le testicule et autres, les hommes n'aiment pas du tout. Et parfois même, il y a des femmes qui tirent les hommes par la main pour venir à l'hôpital. Et on demande au monsieur, il y a quoi? Il dit, il faut demander à ma famille. Alors que c'est lui qui a le problème, c'est lui qui souffre. Mais c'est la femme qui essaie d'expliquer, oui, quand il essaie d'uriner, voilà, patati patata. Les hommes... je ne sais pas pourquoi, mais ils n'aiment pas vraiment venir à l'hôpital, tout ce qui concerne la santé masculine en général. Et parfois, ils en meurent de façon, je ne peux pas dire bête, mais ils en meurent pour quelque chose qu'on aurait pu éviter. Donc, il est vraiment important qu'on commence par faire la part des choses. On préfère vivre que de mourir avec une maladie qu'on aurait pu éviter. Pu guérir. Merci beaucoup, Dr Waké, d'avoir accepté notre invitation et pour les précieux conseils que vous nous avez prodigués ce soir. J'espère que les hommes, tout comme vous, ont compris et que les choses s'amélioreront dans les années à venir. Je l'espère également. Vous l'aurez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez pris un plaisir à nous regarder. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.